Chers amis, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la physique du billard. Nous allons nous intéresser au mouvement de la bille en excluant les chocs et en commençant par supposer que la bille reste sur le tapis. Dans ce cas, la force de gravité est compensée par la réaction du tapis. Ces deux forces s'annulent et n'auront donc pas d'incidence sur le mouvement de la bille. Si vous le voulez bien, commençons par l'état le plus naturel de la bille, c'est-à-dire l'état de roulement sans glissement. La bille roule simplement sur le tapis et on va supposer tout d'abord qu'elle n'a pas d'effet latéral. Dans cette situation, l'axe de rotation est horizontal et perpendiculaire à la vitesse de translation. Au point T, c'est-à-dire au point de contact avec le tapis, la vitesse de translation est exactement compensée par la vitesse due à la rotation, comme le montre la figure. Il n'y a donc pas de frottement, la bille roule sans glisser. C'est l'état de roulement sans glissement. Cependant, comme tout le monde a pu l'observer, la bille ralentit et finit par s'arrêter si elle ne rencontre évidemment pas d'obstacle avant. Alors pourquoi la bille ralentit-elle? Eh bien, c'est parce que la bille essentiellement s'enfonce légèrement dans le tapis. En fait, la bille doit en permanence pousser, déformer le tapis pour avancer, un peu comme si elle montait une côte. C'est exactement le phénomène inverse du surfeur qui, sur une vague, est poussé par la vague et descend en permanence, sauf que lui, à l'inverse de la bille, il descend au lieu de monter. Une seconde cause de ralentissement de la bille, peut-être moins importante, est liée au fait que le tapis n'est pas parfaitement propre. Il peut y avoir de la poussière, des taches, etc. Ce qui fait que la bille adhère légèrement au tapis, ce qui va évidemment la ralentir. Petit conseil pratique, si vous voulez un bon roulement sur votre billard, eh bien il vous faut un tapis très tendu, le plus propre possible, le plus sec possible. J'ajouterai que le roulement est un élément très important à prendre en compte lorsque l'on joue au billard. Parlons maintenant de l'effet latéral, ce qui correspond à une rotation autour d'un axe vertical. Cette rotation peut se combiner avec la rotation liée au roulement de la bille. On aura alors un axe de rotation composé d'une partie verticale et d'une partie horizontale, donc on obtiendra une rotation autour d'un axe incliné, plus ou moins, selon que l'effet est plus ou moins important. On peut d'ailleurs observer les points de la bille qui tournent autour de l'axe de rotation, ce qui permet d'ailleurs de voir immédiatement si la bille a plus ou moins d'effet. Alors cette rotation latérale ne produit aucune vitesse au niveau du point T, le point de contact avec le tapis, puisque ce point se situe sur l'axe de rotation. La vitesse du point T est donc toujours nulle et la bille roule toujours sans glisser, simplement sur un axe incliné. Alors on peut se figurer cette rotation autour d'un axe incliné au moyen d'un cône que l'on fait rouler par exemple sur une table. Vous avez sans doute déjà fait cette expérience et vous avez vu que le cône tourne pendant qu'il roule. Si vous voulez que le cône aille en ligne droite, il doit en même temps qu'il avance pivoter sur lui-même. C'est exactement ce que fait la bille de billard. Le point de contact de la bille avec le billard n'est pas en fait un contact ponctuel, il y a une légère surface de contact. Ce qui fait que le pivotement en fait est ralenti par le frottement de la bille sur le tapis. C'est un ralentissement qui est relativement lent. Alors lorsque la bille roule avec de l'effet, eh bien la bille ralentit, on l'a vu précédemment, mais la bille ralentit aussi sa rotation, les deux se compensent à peu près et on peut dire que sur un parcours qui est pas trop long, en fait, sur le billard les parcours sont jamais très longs, eh bien la bille conserve son effet latéral. Alors une remarque toutefois, ceci n'est pas vrai quand on arrive à des toutes petites vitesses où l'effet se perd complètement avant que la bille ne s'arrête, ce qui n'est pas d'ailleurs sans conséquence lorsqu'on joue au jeu de série. Alors intéressons-nous maintenant à l'effet longitudinal, à savoir l'effet correspondant au roulement de la bille. La bille peut tourner plus vite que son roulement naturel, on parlera alors d'effet coulé,
ou bien la bille peut tourner moins vite, voire tourner à l'envers, et on parlera d'effet rétrograde. Alors vous constaterez sur le simulateur que la flèche rouge va changer de sens selon le sens de rotation. À savoir que pour un roulement naturel, la flèche rouge est située sur la gauche de la bille, alors que pour un effet rétrograde, la flèche rouge est située sur la droite. Alors dans ces deux cas, effet coulé ou effet rétro, la vitesse du point T n'est plus nulle. En effet, la vitesse de rotation ne va pas compenser exactement la vitesse de translation. Donc, puisque ce point T a une vitesse non nulle, eh bien, ça va donner lieu à un frottement sur le tapis et donc à une force de frottement. Alors les forces de frottement, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais ces forces sont toujours des forces résistantes, à savoir des forces qui s'opposent au mouvement relatif de deux corps. C'est pour ça par exemple qu'on s'en sert dans des systèmes de freinage, d'embrayage, etc. Sur cette figure, on montre la vitesse de translation et la vitesse due à la rotation au point T. On voit que la vitesse résultante est dirigée vers l'arrière et donc la force de frottement sera dirigée au contraire vers l'avant. Cela aura pour conséquence d'accélérer la bille, mais par contre de ralentir sa rotation jusqu'à ce qu'elle retrouve son état de rotation naturelle. Cet effet coulé sera obtenu en général après le choc d'une bille. En effet, la queue ne peut imprimer qu'un très léger effet coulé qui va disparaître très rapidement. L'effet rétrograde, eh bien, c'est l'inverse de l'effet coulé. La bille roule moins vite que sa rotation naturelle, ou bien roule en sens inverse de sa rotation naturelle. Voyons le schéma des vitesses dans ces deux cas. Dans le cas d'une rotation en sens direct mais de faible amplitude, cette vitesse due à la rotation au point T ne sera pas suffisante pour compenser la vitesse de translation. La résultante sera donc une vitesse dirigée vers l'avant. Dans le cas d'une rotation rétrograde, la vitesse due à la rotation au point T va venir s'ajouter à la vitesse de translation. On aura donc une résultante dirigée vers l'avant et d'amplitude, d'intensité assez élevée. Dans ces deux cas, la vitesse résultante étant dirigée vers l'avant, eh bien la force de frottement sera dirigée vers l'arrière, ce qui aura pour effet de freiner la bille et de freiner également la rotation si elle est dirigée en arrière, et dès qu'elle est dirigée vers l'avant, de l'accélérer jusqu'à retrouver à nouveau l'état de rotation naturelle. Il peut aussi arriver, dans certains cas, que la rotation rétrograde soit si importante que la bille s'arrête alors que la rotation n'est pas terminée. Et bien dans ce cas-là, la bille va repartir en arrière, la rotation va diminuer, la vitesse en arrière va augmenter, jusqu'à ce qu'on retrouve à nouveau et toujours la rotation naturelle. On peut voir sur cette vidéo que l'effet latéral n'est pas modifié par le fait que la bille passe d'un effet rétro à un roulement naturel. On le voit grâce à la flèche rouge dont la composante verticale reste pratiquement constante. Parlons maintenant de l'effet transversal. Cet effet se manifeste sur pratiquement tous les points, même si ce n'est pas évident a priori. Cet effet correspond à un axe de rotation qui est parallèle à la vitesse de translation de la bille. Cette rotation transversale va conduire à une vitesse due à la rotation au point T qui ne sera pas alignée avec la translation. Cette rotation aura donc deux effets, d'une part dévier la bille, faire changer de direction, et également diminuer la rotation transversale, jusqu'à ce qu'à nouveau la bille retrouve un état de rotation naturelle. Et bien ces courbes qui se produisent très souvent après les chocs sur une autre bille ou les chocs sur la bande, voire un choc de la queue sur la bille, peuvent aussi être mises à profit par les joueurs pour réaliser des figures qui ne seraient pas possibles autrement. Pour résumer tout cela, on peut dire que la rotation de la bille, l'axe de rotation, peut s'orienter dans n'importe quelle direction de l'espace, mais que la bille finit toujours par revenir à son état de roulement sans glissement, éventuellement accompagné
d'un effet latéral. Abordons enfin le cas où la bille ne touche plus le tapis, ce qui arrive lorsque la bille donc décolle pour effectuer un saut de bille. Eh bien c'est assez simple du point de vue physique, puisque la seule force qui s'applique dans ce cas-là sur la bille est la force de gravité, c'est-à-dire le poids. La bille va décrire une parabole et retomber sur le tapis, lequel va absorber une grande partie de l'énergie, ce qui fait que la bille ne pourra pas rebondir de nombreuses fois. Ces sauts de billes peuvent être provoqués par le joueur volontairement. C'est le cas au billard à poche, c'est aussi le cas au billard artistique. Mais ces sauts de billes peuvent aussi se produire lorsqu'on joue normalement au billard sans chercher à faire sauter les billes, ce que nous verrons dans la suite. On a affaire à ce moment-là à des sauts de très faible hauteur, mais qui ne sont pas d'une importance négligeable. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo consacrée au mouvement de la bille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essayerai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances, bien entendu. Il faut maintenant nous intéresser au choc de la bille, et nous commencerons par le choc d'une bille avec une autre bille, sujet de la prochaine vidéo.